On va accueillir Axel Maurice Zamburski, qui a une thèse d'épidémiologiste, en plus d'être anesthésiste réanimateur à Marseille, qui va traiter ce difficile sujet visionnaire sur l'avenir de l'anesthésie-réanimation. Merci Axel. Ça fonctionne? Non? Ah, pas de login. Ouais. C'est bon. Donc, bonjour à tous. Donc, merci aux organisateurs de m'avoir invité. C'est super. Ça me fait vraiment plaisir. Ce n'est pas toujours le cas quand on accepte un congrès. Parfois, on y va parce qu'il faut y aller. Mais là, ça me fait vraiment plaisir parce que vous êtes jeunes et vous représentez le futur de la spécialité, même le présent, en cours de formation. Mais c'est top et c'est bien de pouvoir avoir la chance de vous faire passer peut-être un message ou deux sur la conception qu'on peut avoir un peu différente de ce que doivent être les objectifs de l'anesthésie, de notre métier à tous. We are all anesthésistes, n'est-ce pas? Donc, depuis la première anesthésie à l'éther en 1847 à Lille, en France, 3 mois après la Première mondiale à Boston, l'anesthésie a beaucoup changé. Vous pouvez imaginer, à l'époque, c'était à peu près 70% de mortalité. Mais surtout, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas. C'est-à-dire qu'au départ, l'anesthésie, c'était sur la médecine de guerre, c'est-à-dire quand on n'avait pas le choix. Puis les soldats, ils ne se plaignaient pas trop. C'était sur des campagnes napoléoniennes où il y avait beaucoup de froid, de l'alcool pour les officiers, donc on pouvait s'en sortir comme ça. Mais après, pour opérer les dents des notables ou autres, c'était un peu plus compliqué à faire passer à vif. Et ça a commencé à se populariser, l'anesthésie, grâce en fait, à Pasteur, paradoxalement, parce que c'était la première cause de mortalité était l'infection, en fait, en périopératoire. Et donc, les gens ne voulaient pas se faire opérer, ils préféraient continuer à vivre avec leurs problèmes, peut-être un peu moins longtemps, mais en tout cas, plutôt que de mourir immédiatement d'une chirurgie et d'une anesthésie. Et puis après, c'est Lister avec l'antisepsie, qui a vraiment marqué le coup en faisant baisser la mortalité à 15%. Et là, l'anesthésie est devenue très populaire parce que la chirurgie est devenue populaire. Et on ne peut pas avoir d'anesthésie si on n'a pas de chirurgie. Ça veut dire que nos critères, nos objectifs sont toujours des critères qui vont être adossés à d'autres critères. Et on va devoir être là pour permettre la réalisation d'un destin plus grand qui nous dépasse parfois. Pas celui du chirurgien, je parle de celui du patient. Alors, aujourd'hui, on n'en est plus là, heureusement. Aujourd'hui, la mortalité directement imputable à l'anesthésie pour un patient ASA 1 en France, c'est 4 pour 1 million. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez 4 chances sur 1 million de mourir, vous êtes tous ASA 1 ici, je pense, si vous faites opérer d'une arthroscopie du genou, admettons. Donc c'est extrêmement faible. Ça veut dire que la mortalité aujourd'hui n'est plus un problème en anesthésie. C'est-à-dire qu'on peut globalement arrêter de réfléchir à se dire « Ah oui, mais attends, si je tue mon patient… » Les données qui vous ont été données tout à l'heure sur la communication, c'était des données mondiales, 1%. C'est sûr, si vous faites opérer au Bangladesh d'une péritonite appendiculaire, votre mortalité, ce n'est pas 4 pour 1 million. Okay, mais en France, en ce qui nous concerne, là où on va exercer le plus clair de notre temps, c'est ça, la mortalité. Donc, comment on en est arrivé là? On en est arrivé là parce qu'on a amélioré nos pratiques, amélioré nos techniques, découvert des nouveaux médicaments. On a optimisé un processus. En fait, on a amélioré notre produit anesthésie. On a eu une approche centrée produit. Et ça, on peut faire un comparatif avec le monde de l'automobile et l'optimisation des chaînes de montage, où en fait, on fait toujours la même chose, un peu le taylorisme, donc on le fait de mieux en mieux. Et puis, on va définir ce qu'est, à notre sens, le meilleur des produits. Et les fabricants de voitures, pendant des années, avaient une approche centrée produit en disant, voilà, une voiture, ce que ça doit être, une voiture, ça doit freiner comme ça doit accélérer comme ça doit tourner comme ça doit être fabriqué comme ça. Donc ça, c'est l'approche d'expert. Le problème, c'est que dans cette recherche de performance, il y a toujours un écueil qui est l'uniformisation. Et cette uniformisation, quand on s'adresse à un processus industriel, ce n'est pas un problème, c'est peut-être même un avantage, parce que c'est très reproductible, et l'industrialisation permet d'avoir des choses qui sont très comparables entre elles. Mais quand on se charge de l'humain, c'est un peu plus complexe, en fait. Et on est tous différents. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour moi ne l'est pas forcément pour vous, ou pour quelqu'un d'autre. Donc, quand on propose toujours le même produit, par exemple, chirurgie prothétique du genou, à la même personne, on va vendre la même chirurgie prothétique du genou.
On va dire, voilà, vous allez vous faire opérer, donc vous avez la consultation à J temps, vous allez avoir telle consultation d'anesthésie, telle prise en charge de la douleur, telle durée opératoire, tel suivi, etc., etc., etc. Pourtant, on est très différents. Alors, on a tous le même besoin. Hein. C'est-à-dire, on a besoin d'une prothèse totale du genou. Non, en fait, on n'a pas besoin d'une prothèse totale du genou. On a besoin de marcher, en fait. C'est-à-dire qu'on a besoin de résoudre un problème qui s'est imposé à nous, qui s'est imposé comme étant un besoin qu'on n'avait pas jusque-là, c'est-à-dire qu'on est devenu malade. En fait. Et là, déjà, c'est beaucoup plus subtil, parce que nous, on est des fabricants de parcours de soins, de prothèses de genoux. Mais pourquoi le patient vient se faire opérer? Quelque part, déjà, c'est un peu plus le problème du chirurgien. Mais ça nous concerne aussi, parce que les objectifs de l'anesthésie sont adossés aux objectifs de la chirurgie. Et donc, si on ne comprend pas tout à fait de quoi le patient souffre, en fait, on ne comprendra pas tout à fait comment lui apporter un soulagement à cette souffrance, ou en tout cas, comment ne pas aggraver son fardeau avec des conséquences de l'anesthésie, comme des effets secondaires, ou une récupération qui va être retardée. Alors, on est tous ici des experts, donc on a un avis d'expert sur ce que doit être une bonne anesthésie. Mais quand on se place en tant que patient, on est tous aussi des patients. Et quand on prend les causes de mortalité, c'est-à-dire toutes les causes de mortalité confondues, on voit qu'en fait 44% du temps, on meurt des conséquences de nos propres choix de vie, en fait. On meurt parce qu'on fume, on meurt parce qu'on mange mal, on meurt parce qu'on se drogue, bon, parce qu'on a des pratiques déviantes peut-être, parce qu'on boit trop ou parce qu'on conduit trop vite. C'est-à-dire que près d'une fois sur deux, quand quelqu'un meurt, bah, c'est un peu de sa faute, en fait. Hein? Et la fatalité, ça ne concerne que l'autre moitié. C'est-à-dire, une chance sur deux, quand vous voyez quelqu'un mourir, vous pouvez dire, bah, il y a une chance sur deux qu'il l'a un peu cherché, celui-là. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que de la même façon qu'on choisit la façon dont on vit, on choisit la façon dont on meurt, bah, on peut peut-être choisir aussi la façon dont on est opéré et la façon dont on va avoir tel ou tel type d'anesthésie. Ça veut dire qu'on est très subjectif. Et l'uniformité qu'on peut voir en apparence est beaucoup moins claire quand on se place d'un point de vue de patient. Combien de personnes fument dans la salle? Il y en a plus que ça, non? Bon, levez pas la main, de toute manière, j'y vois rien avec les projecteurs. Mais si un patient vous demande, bah, docteur, oui, je fume, machin, bah, vous allez dire, bah, quand même, oh, arrêtez de fumer, faut pas déconner, vous savez que c'est dangereux pour la santé, vous avez des chances d'en mourir, quoi. Puis vous allez vous fumer une clope après. Donc, nous-mêmes, on n'est pas capable de s'appliquer individuellement les préceptes qu'on recommande à nos patients. Donc, on est des mauvais juges. On est mal placé pour faire ce qu'on fait. Alors, pour vous illustrer un peu cette notion de perspective et de point de vue, quand on regarde la trajectoire de Mars vue de la Terre, on a l'impression qu'elle rétrograde, en fait. Alors ça, c'était à l'origine de l'approche où on pensait que la Terre était au centre de l'univers. C'est-à-dire que quand vous pensez que les choses tournent autour de vous, en tant que médecin, en tant que chirurgien, ou en tant que parcours de soins, de soignant, d'hôpital, ben, les choses décrivent parfois des trajectoires qui sont difficiles à identifier, en fait. Et la seule façon de voir une nouvelle harmonie et de voir quelque chose de beaucoup plus simple que ce qu'on croyait au départ, c'est juste de se décaler. C'est vraiment pas compliqué de se décaler, ça demande juste un effort, et puis ça demande de repenser un petit peu le positionnement qu'on a à l'intérieur du parcours de soins qu'on offre aux patients. Vous voyez, à droite, le médecin est au centre du monde, à gauche, c'est le soleil, il n'y a qu'une seule étoile dans le système solaire, c'est le patient. On gravite tous autour du patient. Et donc, la difficulté de notre démarche, ça va être d'essayer de s'inviter à son point de vue, de monter dans son monde, en fait. Et ça, c'est très difficile à faire. C'est très difficile à faire parce qu'on n'a pas d'outils qui soient très performants là-dessus. En tout cas, c'était le cas jusqu'à encore il n'y a pas longtemps. Et puis, on va dénigrer cette démarche. On va dénigrer cette démarche. Et j'aime pas employer le terme de satisfaction parce que c'est un terme qui est énormément galvaudé. En gros, ça ne veut rien dire, la satisfaction. Je préfère parler d'expérience patient. Et quand on parle d'expérience patient, bien que ce soit une obligation réglementaire, la référence 51 du manuel d'accréditation de l'HAS nous oblige à évaluer ça, puis on nous le sort à toutes les sauces. Maintenant, il n'y a plus une étude où il n'y a pas un critère de vécu, un critère de satisfaction. Mais le problème, c'est que c'est mal fait. C'est mal fait parce que pour bien évaluer le vécu, il faut être capable d'identifier la maladie telle qu'elle est ressentie par le patient. Et il y a une différence entre le disease, nous on est des diseaseurs,
Okay, on est des techniciens, c'est-à-dire que la DISI, c'est la maladie objective, c'est-à-dire c'est des dosages, c'est des saturomètres, c'est des gazométries, c'est des MAC. Okay, ça, on sait bien manipuler, mais le illness, c'est la façon dont le patient va percevoir sa maladie. Et en fait, c'est justement ça qui nous incombe de découvrir aujourd'hui. Alors ça, c'est les résultats d'une échelle qu'on a développée, qui est l'échelle d'évaluation du vécu périopératoire du patient. Et quand on regarde cette échelle, il y a différentes dimensions, hein, la tension, l'intimité, la douleur, l'inconfort, etc. Et qu'on regarde la variance de cette échelle. C'est-à-dire qu'on va regarder quelle est la part, quelle est l'importance de chacune de nos démarches de soins dans le vécu périopératoire du patient. On a des surprises. C'est-à-dire qu'on nous dit souvent que la douleur, c'est l'élément majeur du vécu périopératoire du patient. La douleur, c'est seulement 6% du vécu du patient. Parce que c'est 6% de la variance totale de l'échelle Evan. C'est minime, c'est minable, 6%. C'est-à-dire que même si vous avez une prise en charge parfaite de la douleur, vous ne gagnerez que 6 points dans l'estime de votre patient. Et l'attention que vous allez lui porter, c'est 30% de la variance totale de l'échelle. C'est-à-dire que l'attention à elle seule, ça dépasse l'information, l'intimité, la douleur, l'inconfort et les délais d'attente réunis. Ok, donc déjà, quand on dit tout à l'heure, le mec de chez Apple nous dit qu'il n'y a pas de technologie sans rapport humain, quand on parle de communication, qu'on parle de rapport humain, etc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On l'a prouvé, en fait, avec cette échelle. Alors c'est sûr, c'est chiant. Hein, c'est chiant. Moi, je trouvais ça chiant. J'ai fait un PhD là-dessus parce qu'au final, je n'étais pas orienté là-dessus. Mais au départ, quand on m'a envoyé là-dedans, je me suis dit, je vais aller faire de la santé publique, quoi. Je vais m'intéresser au vécu du patient. Moi, j'aurais voulu aller au labo, faire des neurosciences, il n'y avait plus de place. Donc, je me suis retrouvé là. Mais j'ai trouvé ça super sympa. Et surtout, ça m'a donné une opportunité majeure. C'est on peut réécrire toute la littérature de notre spécialité en changeant juste le critère de jugement principal, en choisissant le vécu périopératoire du patient. Vous pourrez réécrire toutes les études. Et là, ça commence à percer. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui commencent à se dire « Ah, putain, ouais, peut-être qu'on s'est planté ». Et c'est grâce à ces échelles de vécu qu'on a pu démontrer que la prémédication, ça ne servait à rien, en fait. Prémédication anxiolytique, vous êtes jeune, ça fait 30 ans qu'on faisait la prémédication. C'est-à-dire que le matin, l'anesthésiste, il prescrivait à son patient un petit comprimé d'Atarax. Alors maintenant, c'est interdit l'Atarax à cause du QT-long. Mais bon, ou un Xanax, un truc comme ça. Ah, on va le préparer à l'anesthésie, comme ça, ce sera mieux. Et puis, quand il arrivera au bloc, il sera moins stressé, il m'emmerdera moins quand je lui mettrai sa voie veineuse. C'était une part de l'intérêt de la prémédication. Alors, on a montré que ça n'apportait rien en termes de vécu. Et s'il y a bien quelque chose qui n'a de sens qu'à travers le vécu du patient, c'est bien la prémédication. Parce qu'aujourd'hui, les médicaments de l'anesthésie sont plus pourvoyeurs de tant d'effets secondaires que ça, qu'il faille essayer de baisser un tout petit peu les doses avec la prémédication, ce qui était le rationnel un peu scientifique qu'il y avait derrière tout ça. Alors, quand on utilise cette échelle pour évaluer l'impact de l'ambulatoire, vous savez que l'ambulatoire, c'est la grande mode, le plan ONDAM 2020, 70% des interventions, tout établissement confondu, devront être réalisées en ambulatoire. C'est-à-dire que quand vous allez commencer, quand vous allez être des médecins thésés, vous allez devoir réaliser 7 interventions sur 10 dans un parcours ambulatoire. Et ça, c'est une grande révolution. Moi, quand j'ai commencé, ce n'était pas du tout le cas, surtout pas à l'hôpital. Maintenant, l'hôpital va être obligé de s'y mettre. En privé, on est obligé de s'y mettre, parce que je travaille en privé à l'heure actuelle. Et donc, on est obligé d'intégrer ça. Et on nous vend l'ambulatoire comme une révolution de paradigme. Alors ça, c'est pareil, paradigme, on se le sert à toutes les sauces. Hein. Paradigme. L'ambulatoire, ouais, les patients, pour le coup, ils rentrent à la maison. Hein. Donc ça, c'est quand même pour le patient, c'est quand même un sacré changement. Et on se dit, pourquoi il faut mettre les patients à la maison? Parce que c'est mieux pour eux. Vous entendrez toujours ça. Bah oui, ça semble évident, vous êtes chez vous, vous êtes mieux qu'à l'hôpital. C'est pas bien l'hôpital. Déjà, quand on est en garde, ça nous embête, alors si en plus on est malade. Mais en fait, si on regarde le vécu périopératoire du patient, l'ambulatoire ne sert à rien. C'est-à-dire que l'ambulatoire à lui seul n'a strictement aucun impact sur le vécu périopératoire du patient. Pourquoi? Parce qu'un patient qui rentre chez lui, mais qui a mal, qui a des nausées, qui n'arrive pas à manger, qui n'arrive pas à se déplacer, vous croyez qu'il va être content d'être chez lui? Ça ne va rien changer qu'il soit chez lui. Il aura les mêmes troubles que s'il était à l'hôpital. Pire encore, il aura ces troubles, mais il n'aura personne à qui en parler et personne pour se faire aider. Et donc l'ambulatoire, c'est autant l'opportunité d'une dégradation de la prise en charge médicale que l'opportunité d'une amélioration de la prise en charge médicale. Le problème, c'est qu'on a pris comme prérequis de se dire que, toute chose étant égale par ailleurs, quand le patient est chez lui, c'est mieux. Ah, là, d'accord.
Mais c'est déjà pas pareil, parce que toute chose n'est pas égale par ailleurs, puisque le patient est chez lui, il n'a plus accès aux infirmiers, il n'a plus accès aux médecins. Donc c'est quand même pas tout à fait comparable. Ça veut dire que pour réussir un parcours ambulatoire, il va falloir réussir à maintenir le même niveau de qualité de prise en charge hospitalière, mais à la maison. Et à ce moment-là, on commencera à avoir des bénéfices de la prise en charge ambulatoire. Le problème, c'est qu'on évalue mal le résultat de l'ambulatoire. C'est-à-dire qu'on va poser des questions au patient et on va lui dire, ben voilà, est-ce que vous êtes content? C'est un peu ça. Alors, heureuse? Mais c'est comme ça qu'on fait, hein. Le questionnaire du lendemain, vous croyez que c'est quoi? Le questionnaire du lendemain, c'est une infirmière qui prend son téléphone le lendemain, qui est chargée de rappeler tous les patients de la veille, et dit « Alors, ça va? Oui, ça va? Ah, ok. Bon, au revoir. » Voilà. Satisfait? Oui, non. C'est un peu réducteur, en fait. Dans mon établissement, c'est pareil. Regardez les scores de satisfaction qu'on a. Vous y croyez, vous? Moi, j'y crois pas une seconde. Hein, parce qu'en fait, quand on a cette approche-là, on a une approche dichotomique, c'est-à-dire qu'on demande aux patients heureux, pas heureux, hein, satisfait, pas satisfait. Déjà, c'est quelqu'un qui a participé au parcours de soins qui pose la question, c'est une infirmière ou une secrétaire de la clinique, donc c'est difficile. Au resto, quand le serveur vient vous voir et vous dit « ça va, ça s'est bien passé ?» Même si c'est dégueulasse, c'est rare que vous lui disiez quand même. Hein, c'est un peu le même principe. Okay, et puis, quand on a une approche dichotomique, quand on dit qu'on est satisfait, ce n'est pas qu'on est satisfait à 99%, c'est que 99% des patients sont satisfaits à 51%. Okay, parce que là, c'est un taux. C'est un taux de patients qui a répondu être satisfait quand on a une approche dichotomique. Ce n'est pas 99% de satisfaction, c'est 99% des patients qui disent oui. Et quand est-ce que vous dites oui? Quand la balance, elle penche un tout petit peu vers le oui. Si vous êtes satisfait à 51%, vous trouvez que c'est bien, vous? Non, ce n'est pas terrible, c'est moyen. Okay, la moyenne, le bac à l'oral, quoi. Okay. Alors, on va utiliser, alors c'est pas très grave, mais parfois on va utiliser ces critères-là pour valider des prises en charge qui peuvent être un peu farfelues. Alors, ça, c'est de la chirurgie prothétique. Alors, c'est un congrès auquel j'ai participé, tout ça, et puis on montre tous à quel point on est fort technicien, parce que nos patients, ils sont capables de repartir en vélo. Vous venez vous faire opérer d'une prothèse du genou, le mec, ça fait 20 ans qu'il n'a pas fait de vélo, quand même. Et vous lui dites, bon, on va vous filmer, parce que, bon, on a un congrès machin, on veut montrer aux potes que nous, on envoie. Donc, est-ce que vous pouvez refaire du vélo? Ah, putain, moi, ça fait longtemps, allez, on va se remettre au vélo. Et le patient, il ressort de la clinique en vélo. Est-ce que c'est l'objectif? Alors, bon, c'est un peu histoire de rigoler un peu, mais au final, la réhabilitation améliorée après chirurgie, on essaye de nous vendre ça quand même. C'est-à-dire qu'on essaye de nous faire croire que l'objectif de la réhabilitation améliorée après chirurgie, c'est que le patient il bouge à la minute même où le chirurgien il a fini son dernier point. Regardez, hein, c'est un peu ça. Hein, et c'est à l'initiative beaucoup des chirurgiens. Et les chirurgiens, ils ont embrassé la thématique de l'analgésie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les chirurgiens s'intéressent, en orthopédie, hein, dans une spécialité qui est particulièrement concernée par les changements qui ont cours en ce moment, c'est vrai que 98% de la chirurgie orthopédique est réalisable en ambulatoire, avec une horizon de 20 ans. Hein, ça, c'est les analyses de l'ANAP. C'est-à-dire que bientôt, la chirurgie orthopédique, ce sera la dent de sagesse, quoi, okay, même la prothèse, etc. Et donc, les chirurgiens s'intéressent à l'analgésie, parce qu'ils se disent, tiens, c'est de nouveau l'occasion de faire un petit concours de quéquette avec les copains. Moi, je vais avoir un taux d'ambulatoire un peu plus élevé, etc. Avec les orthopédistes, c'est un peu ça. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est un peu ça. Ça, c'est les résultats de la plus grosse étude de tous les temps dans l'analgésie post-opératoire de la chirurgie de prothèse totale du genou. Méta-analyse en réseau, 170 études prospectives, contrôlées, randomisées. C'est le plus gros niveau de preuve que vous pouvez trouver en médecine à l'heure actuelle. Okay. Les bandes que vous voyez, c'est les études qui ont été faites, c'est-à-dire qu'on a croisé, ça ne marche pas avec le laser là-dessus, ça c'est pas pratique. Par exemple, F, c'est bloc du nerf fémoral, PA, c'est periarticular infiltration, PCA, c'est la PCA morphine, etc. Et la force du lien montre le nombre d'études qui ont eu lieu entre ces deux. C'est-à-dire qu'il y a un gros niveau de preuve, et en gros, je vous la fais simple, le mieux, c'est le cathéter fémoral, avec un bloc sciatique, plus ou moins un bloc obturateur. C'est-à-dire que, logiquement, plus on fait d'anesthésie loco-régionale, moins le patient a mal, mieux il se porte. Bon,
Ok, est-ce qu'il fallait faire cette étude pour le démontrer? Non. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune étude qui démontre que de sauter d'un avion avec un parachute par rapport à sans parachute diminue la mortalité. Non, mais il y a des évidences quand même. Okay, bon, bah, parfois, on a besoin de le lire. Bah, ça nous rassure. Okay. Et ben, il y a des mecs qui se disent, moi, j'en ai rien à foutre de ça. Parce que moi, je suis le meilleur du monde. Et donc, je passe derrière le condyle postérieur. Donc, je passe derrière le condyle. Interne, et je rase l'os. Avec une bonne grosse et j'injecte en retirant. Je fais la même chose au niveau du condyle postérieur. Ça, c'est l'infiltration articulaire. Ok. C'est-à-dire que c'est l'analgésie faite par un chirurgien. Et je fais la même chose au niveau de l'échancrure. C'est-à-dire qu'en gros, on gave le genou du maximum d'anesthésie locale qu'on peut faire. Et ça, c'est l'appel du lendemain de son infirmière. En ambulatoire. Donc là, je vais rappeler Madame V, qui a été opérée donc d'une prothèse de genou hier. Prothèse totale du genou. Pour prendre de ses nouvelles. On va aller alors heureuse, c'est maintenant. Bon, c'est 2 femmes, c'est moderne. Oui, bonjour madame, c'est le service ambulatoire de la clinique Saint-Odile. Donc je vous appelle pour prendre de vos nouvelles, voir si tout s'est bien passé. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Très bien. Est-ce que vous avez eu mal pendant votre séjour à la clinique? Est-ce que vous avez eu des douleurs? Non. Pendant votre séjour à la clinique, d'accord, non. Parfait. Là, la patiente est chez elle. Vous avez été très bien soulagée, d'accord. Déjà, on n'a pas entendu un truc. Est-ce que vous avez mal aujourd'hui? Est-ce que l'infirmière est passée ce matin pour la réinjection? Mais ça, c'est aussi variable parce que ça dépend des moments. Hier soir, j'avais pas mal du tout. L'infiltration dure 10 heures. Cette nuit, j'ai eu un épisode où j'ai eu très mal. Et maintenant, ça va. Je veux dire... C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la patiente, en péropératoire, elle n'a pas bénéficié de l'épargne morphinique, de l'analgésie, parce que l'infiltration, c'est après la bataille. En post-opératoire, l'infiltration dure 10 heures. Il faut que j'active. En post-opératoire, l'infiltration dure 10 heures. Donc, en post-opératoire, tout va bien. Hop, on drop la patiente à la maison. Clac, plus de problème. Levée de bloc à l'arrivée chez elle. EVA 10, machin, le truc terrible. Sauf que, on est sympa, on lui a glissé des petits comprimés de morphine dans la poche. On a dit, madame, là, vous n'avez pas mal, mais... Admettons que la douleur se réveille cette nuit, pensez à regarder dans votre poche de droite. Hein, voilà. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est la consommation morphine ces 15 dernières années en France. En France, parce qu'on dit que la crise des opiacés, c'est les États-Unis, mais n'importe quoi. Plus 1050% de consommation d'oxycodone en France en 10 ans. Plus 1000%. Est-ce qu'on opère vraiment beaucoup plus de patients? Non, c'est juste qu'on a changé nos pratiques. Et ça correspond à peu près au virage ambulatoire, au début du virage ambulatoire. Okay, et les patients qui ont mal en aigu, c'est des patients qui auront mal en chronique, parce que la première cause de chronicicisation douloureuse, c'est la douleur aiguë. Vous n'allez pas vous chroniciser, vous n'avez pas mal. Et si vous avez mal, vous avez des risques de vous chroniciser. Et si vous avez une NA4 pendant 100% du temps des 24 premières heures post-opératoires, vous avez 90% de chances de devenir douloureux chronique. Okay, donc, avec des échelles de satisfaction galvaudées, des appels du lendemain, une mauvaise méthodologie, une mauvaise approche des objectifs patients, on va avoir de mauvais résultats et on va justifier des prises en charge. Et on a perdu Prince à cause de ça. Prince a eu une PTH en 2010. Ce n'était pas du tout un toxicomane, Prince. Hein. Il a eu une PTH en 2010. À force de faire ses grands écarts, il s'est pété la hanche. C'est vrai. Donc il a eu une PTH en 2010. Il a eu une prise en charge. Bon. Il est devenu douloureux chronique. Il a augmenté sa consommation de médicaments opiacés à domicile. Il a fini par faire une overdose accidentelle. En France, c'est plus 168% d'overdose accidentelle liée aux médicaments opiacés prescrits par des médecins. On n'est pas sur de la méthadone. Okay, donc ça, c'est une grande enquête dans le monde qui a fait beaucoup de bruit. C'est sorti il y a 3 mois. Donc, le but, c'est de graviter autour du patient avec des objectifs qui sont liés au patient. Okay, nous, on n'est qu'une partie de cette prise en charge. Et donc, il va falloir qu'on s'occupe de vécu périopératoire, de récupération fonctionnelle. C'est-à-dire que tout à l'heure, Hélène Belleuil a cité une étude sur l'OFA, où en fait, elle montrait que le critère de jugement principal, c'était le QOR40. Ce n'est pas une échelle de vécu ou de satisfaction, c'est une échelle de qualité de la récupération. Et puis, si vous avez un bon vécu et une bonne récupération, vous aurez peut-être une meilleure qualité de vie. Et c'est notre seul objectif au final. Pour ça, il faut se décaler, il faut garder de l'evidence-based medicine, c'est-à-dire pas faire n'importe quoi, mais en se centrant sur le patient et en se décalant dans notre approche. Ça devient de la décision médicale partagée et c'est à mon sens le seul moyen d'obtenir une véritable performance. Je vous remercie pour votre attention.
Merci pour cette présentation très intéressante. Est-ce que quelqu'un a des questions? Qui veut le petit cube? On aurait presque pu faire un pro-econ avec l'orateur précédent du -1 qui parlait justement de la réhabilitation accélérée post-opératoire. Donc, toi, tu jetterais la réhabilitation avec l'eau du bain ou comment t'envisagerais une façon intelligente en fait d'envisager cette stratégie? Le problème, c'est qu'il y a une crise des... Ouais, si on peut juste finir, j'ai peut-être pris trop de temps, je suis désolé, je vous ai fatigué. Il y a une crise des critères d'évaluation à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quand on fait de la réhabilitation améliorée, je vous mets au défi de trouver plus d'une étude, parce que j'en connais une, mais plus d'une étude qui montre un bénéfice en termes de réhabilitation améliorée, à la prise en charge précoce de kiné, à la marche à H4. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est en train de faire sortir beaucoup de patients avec une prise en charge sous-optimale de la douleur, avec un parcours qui est très accéléré, sans savoir si on a réussi à maintenir le même niveau de qualité que quand on les hospitalisait. Alors je suis pour l'évolution de notre spécialité, le fait de faire rentrer les patients à la maison, ok, tout ça, c'est bien sûr, ça va dans le bon sens. Mais on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on cherche à adapter le patient à un parcours de soins, plutôt qu'à adapter le parcours de soins au patient, en fait. Et là, on devient schizophrénique, et c'est le grand n'importe quoi. On a une question? Juste une petite question. Vous disiez au début, seulement 6% de la variance de l'échelle, c'est la douleur. Pourquoi on se prend autant la tête dessus? C'est une bonne question. Parce qu'en fait, la douleur, ça a été un des premiers critères subjectifs qui a été objectivé grâce à l'échelle visuelle analogique, en fait. C'est-à-dire que la douleur, on a eu très peu d'accès à la douleur. La douleur, c'est quelque chose d'assez subtil. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, on va faire une échelle comme ça. Donc c'était un des premiers feedbacks du vécu du patient de notre prise en charge. Donc on s'est jeté là-dessus. C'est important, la douleur. C'est un déterminant important du vécu. Hein. Mais c'est un tout, en fait. C'est-à-dire que c'est pareil. C'est-à-dire que si tu ne t'occupes pas du tout de ton patient et qu'il a pas mal, il aura une mauvaise expérience du truc. Par contre, il ne se chronicisera pas. Par contre, il aura plein de bénéfices à côté de ça. Hein. Donc la douleur, c'était juste pour vous faire passer le message que parfois, on a des idées préconçues sur ce qui est important. Et l'écueil, c'est qu'on néglige peut-être ce qui est plus important encore pour le patient, en fait. Mais la douleur, c'est très important quand même. Ouais. On en revient au facteur humain, en fait. Ouais, c'est ça. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un biais? C'est pas parce qu'on s'est bien occupé de la douleur que maintenant, c'est plus un problème majeur. C'est que les patients sont peu douloureux et donc du coup, ce qu'ils retiennent, c'est l'information et le reste, quoi, les choses moins importantes. Alors, tu n'as pas tout à fait tort, parce que dans l'échelle de validation de cette étude, on était en 2005. C'est-à-dire que la prise en charge de la douleur était déjà bien établie, quoi. Mais de la même façon, ces études nous permettent d'aller plus loin. C'est-à-dire que maintenant qu'on voit que cette douleur, elle est peut-être assez bien prise en charge, il ne faut pas la négliger tout à fait, mais il faut se dire, bon, voilà, ça c'est fait, on va au-dessus. Parce que si tu te contentes de demander aux patients content, pas content, tu t'arrêtes. C'est-à-dire, si je regarde, moi, l'enquête de satisfaction de ma clinique, je peux partir en vacances. Hein. J'ai plus besoin de rien faire, en fait. Donc, ça veut dire que, c'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire que le vécu périopératoire du patient et la qualité de vie du patient, c'est quelque chose de mouvant. C'est-à-dire que ce qui détermine le vécu du patient en 2000, ce ne sera pas ce qui déterminera le vécu du patient en 2030. On se base pour ça sur la théorie des attentes, c'est-à-dire que la satisfaction et le vécu, c'est la distance qu'il y a entre les attentes de l'individu et l'expérience réelle qu'il va faire du parcours de soins. Et donc, les attentes sont modifiées. Par exemple, quand tu fais une chirurgie bilatérale de cataracte, la première fois, le patient est très content. La deuxième, il est beaucoup moins content. Parce qu'en fait, ses attentes ont switché. Elles se sont déplacées vers le haut. C'est-à-dire que la première fois, il dit « Oh, ça a dépassé mes attentes, c'était vachement bien et tout ». La deuxième fois, c'est « Oh, vous ne me mettez pas la couverture chauffante là attendez, j'ai froid aux pieds là maintenant ». Et ouais, mais c'est comme ça. Hein. Et c'est le truc intéressant avec ces critères-là, c'est qu'on n'en a jamais fini en fait. Et qu'on va toujours tirer vers le haut les processus qu'on met en place. On a une question. Oui. Je voulais juste savoir, concernant la réanimation, est-ce que là, les concepts de satisfaction de patients, là vous avez principalement parlé de l'anesthésie, c'est quelque chose
qui se développe aussi en réanimation où on dit que voilà, c'est un patient qui dort C'est un patient déjà qui est partiellement sédaté, qui est plus ou moins neurolésé, qui est plus ou moins confus. Donc sur la période où le patient est hospitalisé en réanimation, on va se baser sur les proxys, comme on dit en anglais, c'est-à-dire sur les proches. C'est-à-dire qu'on va demander aux proches, est-ce que vous pensez qu'il serait bien ? C'est le FCS-ICU qui évalue ça. C'est pas mal. En tout cas, on n'a pas mieux pour le PER réanimation. Après, pour le post-réanimation, c'est bien de faire des visites à distance de la sortie du patient, de les revoir à 6 semaines, de les revoir à 6 mois, et de leur demander comment ils ont vécu le truc, et d'identifier les patients qui vont déclencher un stress post-traumatique sur la période où ils sont redevenus conscients, c'est-à-dire le sevrage ventilatoire, la période en soins intensifs, etc. Et là, il y a plein de choses à faire. Il y a énormément de travail à faire, et pour reconsidérer le patient comme une personne en réanimation, c'est très difficile, parce que là, pour le coup, on le technique énormément, et c'est vraiment au second plan. Alors là, il y a le critère de mortalité qui, quelque part, nous excuse un tout petit peu. En anesthésie, c'est plus vrai. Bon, eh bien, merci Axel Maurice. Ouais. Encore une question. On a un peu de temps, donc on peut y aller. Attention. Bravo. Oui, ma question, c'était par rapport à notamment les chiffres qui, je crois que c'était 30% la tension. Ouais, la tension. Est-ce que vous, concrètement, ça a changé votre pratique de connaître ces chiffres-là ? En fait, moi, je suis parti en privé. Et donc, si tu veux, ça change quand même tes pratiques, quoi. C'est-à-dire que, alors, on en parlera demain, le pro-con du privé public, là. Mais en privé, il y a une certaine forme de clientélisme. Alors, on peut le voir comme quelque chose de négatif, quand ça vise à un profit plus grand. Mais il y a quand même un côté positif. Le côté positif, c'est que si le patient il vous déteste quand il sort de la clinique, c'est pas cool, quoi, en fait. Et pour tout le monde, ce sera pas cool, pour le chirurgien, pour la clinique, etc. Et c'est un peu comme le principe des pourboires dans les cafés. En France, le pourboire est compris, au truc. Tu vois, la qualité du service. Quand tu vas aux États-Unis, le pourboire, c'est séparé. C'est-à-dire que ça induit une relation commerciale, mais il ne faut pas tout jeter, n'empêche, dans cette approche-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas avoir un effort supplémentaire de projection à la place de la personne que tu sers, parce qu'en tant qu'anesthésiste, on sert les patients, on est là pour eux, quoi, hein, on n'est pas du tout des stars, quoi. Donc, quand tu intègres cette donnée-là, tu changes un petit peu les choses. Et puis après, il y a des choses à prendre et des choses à laisser là-dedans, bien sûr. Mais quand tu le fais de la bonne façon, je trouve que c'est bien. Donc oui, ça a changé mon approche. Moi, je faisais de la neurochirurgie en anesthésie. Tu vois, les patients, je les découvrais le matin. On me disait, tiens, tu vas en neurochir, tiens, tu vas aux endos, tiens, tu vas là-bas. Là, les patients, je les vois en consultation. Je commence à établir une relation de confiance avec eux pendant la consultation d'anesthésie. Je les retrouve. Je peux essayer des trucs comme un peu l'hypnose. Maintenant que je fais plus de prémédication, essayer de la communication thérapeutique, faire un petit peu, essayer de mieux m'occuper d'eux et de les prendre en compte comme des personnes, ouais, un peu plus. Ouais. Mais on peut faire ça, bien sûr, à l'hôpital public. Hein, c'est tout à fait possible. Mais je veux dire, juste moi, pour le coup, j'ai changé de paradigme parce que j'ai changé de lieu d'activité. Donc, c'est assez difficile d'identifier ce que ça aurait changé pour moi si j'étais resté à l'hôpital. Voilà. Bon, merci. On peut l'applaudir maintenant. Bon congrès.